transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté un décret portant nomination de notaires. Contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de précollecte et de transport des déchets solides ménagers, la SGDS-SA s'appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué. Par ailleurs, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d'Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectés. La ville de Cotonou a déjà bénéficié de la construction d'un centre de transfert qui favorise la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite. Pour renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges irrelatives, il s'est avéré pertinent de construire une infrastructure moderne de même nature dans la commune d'Abomey-Calavi. Agrément au Code des investissements. 3 entreprises, dont les projets généreront de nombreux emplois, ont sollicité l'agrément au régime incitatif du Code des investissements. L'examen de leur requête a permis de les admettre au régime suivant. Régime des investissements spécifiques pour les sociétés. Arc Bénin SA, en vue de l'installation et de l'exploitation d'une unité de maintenance en carrosserie et d'un centre de formation professionnelle en carrosserie automobile à Cotonou. La réalisation du projet devant contribuer à combler le déficit de compétences techniques existant dans l'industrie automobile béninoise. ADIC Immobilier Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'un centre d'affaires touristique intitulé Atrium. Ce projet de haut standing, prévu dans le quartier culturel et créatif de Cotonou, participe de l'amélioration de l'offre touristique dans le but de renforcer les capacités d'hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers. Le régime A, pour la société Afrique Oil and Feed Processing Sarl, pour l'implantation et l'exploitation d'une usine de production d'huile et de farine de soja à Siraru, dans la commune de Ndali. Celui qui est en détention, c'est Steve Amutu, et c'est lui que, n'est-ce pas, les Jimmy Gandaro et ses comparses sont allés kidnapper à Lomé. Si aux premières heures, il a été dit que ses frères Onvi
Mais l'enquête préliminaire, c'est-à-dire l'enquête au niveau de la police, a révélé qu'il ne s'agissait pas de frère Mouvi, mais il s'agissait de Steve Amoussou. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut y avoir une erreur collective sur la personne. Et nous nous en tenons aux déclarations résultant de la procédure, donc qui est toujours d'ailleurs pendante, et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est une parodie de justice, une justice expéditive à l'issue de laquelle des criminels de ce genre ont écopé de peines légères, 2 ans avec sursis. Et ce qui était recherché, c'est le blanchiment du grand commis de l'État, à savoir M. Ouahin-Lo, donc qui, comme vous le savez, est le directeur général du Centre national d'investigation numérique. Donc, tout ce scénario avait pour but, n'est-ce pas, de mettre hors de cause ce monsieur qu'on appelait coach, mais qui, malheureusement, dans l'articulation des faits, il n'y avait aucun élément de preuve tangible, matériel de sa participation, n'est-ce pas, à ce kidnapping. Alors, est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouahin-Lo hors de cause. Je dis tout de go non. Non, parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si la justice dans son pays dit qu'il est blanc comme neige, ça ne sera pas le cas de la justice togolaise qui, si elle le prend n'importe où, va pouvoir le faire comparaître devant les instances compétentes pour qu'il réponde de ses actes. Si, à l'issue de ce deuxième procès, donc au Togo, il est reconnu, il n'y a aucune preuve à charge contre lui, la justice togolaise pourrait aussi donc le mettre hors de cause. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Si les autorités togolaises donc le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise. Le bien des enfants, c'est le bien de tout le monde. La jeunesse, c'est la relève d'un pays. Si nous n'éduquons pas bien, nous ne prenons pas soin des biens qui vont amener nos enfants à émerger, vraiment ce serait peine perdue. Le ventre qui a faim ne peut pas apprendre. Donc, c'est pour ça que la cantine, la question de cantine et les activités pédagogiques, on ne peut pas les séparer. Il va falloir que les deux puissent
évoluer ensemble. Cantine, c'est vrai, c'est bon pour nous. On est contents tous, les parents, les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, tous les enfants viennent à l'école comme il le faut, à cause de la manger. Nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. Tout ce qu'on amène ici, nos enfants mangent bien. Donc, on prépare bien. Et vraiment, tout est bien ici. Ça passe bien aussi. On prépare bien pour les enfants. Les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc, nous sommes contents. Nous ici, il y avait les enfants même qui ont quitté pour partir. On les a ramenés. Maintenant, il n'y a plus aucun enfant qui apparaît côté de l'école. Nous ne pouvons que dire merci au gouvernement du président Talon parce que ça permet aux enfants d'avoir un plat chaud au moins dans la journée. Ensuite, nous avons remarqué que à cause de la cantine, beaucoup d'enfants affluent et ça a permis d'améliorer les rendements scolaires. Cette année, j'ai présenté 47 et j'ai 46 admis. L'État fait déjà un effort. Sincèrement, l'État fait l'effort. Nous-mêmes, il faut qu'entre nous-mêmes, qu'on se comprenne au moins le complément là, qu'on arrive. C'est là maintenant qu'on va commencer par mobiliser tout le monde. Nous accompagnons les enfants parce que le gouvernement, lui, il fait son part, les parents font pour eux aussi. Des fois, on peut semer soja, haricots. Et dans le jardin, là, il y a tomates, quoi, on peut semer tout. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. Il y a un grand effort qui se fait au niveau des communautés, mais nous allons en faire plus parce que nous allons mettre quand même le maximum, mobiliser les communautés pour que la part qui revient aux communautés, c'est-à-dire le petit accompagnement que les communautés doivent donner, que cet accompagnement-là ne fasse pas défaut pour que nos enfants puissent bien manger au niveau des écoles. C'est votre chose, c'est vos enfants. On demande que vous accompagnez pour que ça marche. Si vous laissez ça aux enseignants, ça va les submerger. Ils peuvent avoir de la tentation. Et nous, on ne veut plus que cette tentation-là arrive. Parce que nos enseignants font déjà beaucoup de choses. Nous ne voulons pas que les histoires de cantine scolaire leur gâtent leur travail. Donc, et si vous voulez, vous aimez vos enseignants, venez travailler avec eux ici. Parce que si vous travaillez avec eux, vous les sécurisez, vous les empêchez de faire n'importe quoi. Et là, ils vont continuer à faire tout cela gagnant-gagnant pour tout le monde. Le Nigeria reste confronté à une pénurie de carburant, selon le correspondant d'Africa News dans le pays. Mardi, la compagnie pétrolière nationale a annoncé l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Il est passé de 617 à 897 naira, une hausse contraire à l'accord signé entre le gouvernement et le Nigeria Labour Congress, le principal syndicat, sur le salaire mensuel minimum de $44. Celui-ci prévoyait en effet le gel du prix de l'essence à la pompe. Le secteur de la distribution du carburant est en difficulté depuis la fin des subventions décrétées par Bola Tinubu, le président nigérian. Mais pas seulement, le Nigeria, malgré ses immenses ressources pétrolières, importe son carburant. Les principales raffineries du pays tournent au ralenti en raison de leur vétusté et de la mauvaise gestion. Pour la première fois en 28 ans, le Nigeria produit de l'essence. Une nouvelle raffinerie près de Lagos a été construite par le milliardaire Aliko Dangote. Sa capacité de 650 000 barils par jour fait d'elle la plus grande raffinerie d'Afrique. C'est une étape cruciale pour un pays confronté aux pénuries de carburant. Malgré des milliards dépensés, les 4 raffineries officielles n'ont jamais vraiment fonctionné. Au cours des 28 dernières années, nous n'avons vraiment pas réalisé ce genre d'accomplissement. Mais vous pouvez voir qu'il y a des vidéos de 1974 où vous avez des files d'attente pour l'essence et ces files d'attente sont toujours là.
Cela éliminera toutes les files d'attente pour l'essence au Nigeria. Cela améliorera la santé de tout le monde. Cela garantira également une fourniture constante sur le marché. Cette raffinerie doit répondre non seulement aux besoins en pétrole du Nigeria, mais aussi de toute l'Afrique subsaharienne. J'espère que cette raffinerie va réellement changer toute la dynamique, non seulement au Nigeria, mais en Afrique subsaharienne. La capacité que nous avons ne répondra pas seulement à la demande du Nigeria, mais aussi à celle de l'Afrique subsaharienne, au moins. Ce projet est une avancée vers l'indépendance énergétique du Nigeria. Bien que le pays soit le premier producteur de pétrole en Afrique, il est encore obligé d'importer de l'essence. Au centre de santé de Kamuvu, situé au sud Kivu, l'un des épicentres de la variole du singe, la situation est critique. Des tentes temporaires ont été installées pour accueillir l'afflux de patients, mais le nombre de malades est tel qu'elles sont totalement remplies. À l'intérieur, des familles s'installent à même le sol. Les agents de santé sont submergés. L'équipe infirmière, l'équipe médicale débordée, tellement débordée. Et vous comprenez qu'ils travaillent au-delà de leurs forces physiques, ils travaillent au-delà de leurs capacités, si pas intellectuelles, mais ça a un impact. La progression rapide de la variole du singe pousse les autorités à agir. En collaboration avec la division de la santé et de la surveillance épidémiologique, elle tente de freiner l'épidémie alors que le besoin de vaccins est de plus en plus pressant. Bon, présentement, en tout cas, le souhait serait à ce que nous puissions avoir les vaccins. Parce qu'une fois, je vois les malades qui réclament eux-mêmes les vaccins. Donc vous trouvez que présentement, c'est un souci. Et ça serait souhaitable que ça soit donné dans l'urgence. Parce qu'il y a d'abord l'acceptabilité de ces vaccins dans la communauté. Et donc, eux-mêmes sont en train de réclamer ces vaccins. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie sans précédent du Mpox. Avec plus de 630 décès depuis le début de l'année, l'OMS a déclaré le 14 août l'épidémie urgence de santé publique internationale. Dans cette clinique de la ville de Kamituga, les médecins sont sur le qui-vive. Depuis plusieurs mois, ils n'ont pas de répit. Les patients atteints du Mpox sont toujours plus nombreux à s'y rendre pour des soins médicaux urgents. C'est le cas de Richard Songa, dont l'état de santé s'est amélioré au bout de quelques jours, même s'il n'est pas encore totalement guéri. Je suis arrivé ici dans un état très critique. J'avais déjà perdu espoir parce que je ne savais pas si j'allais survivre. Mais maintenant, je vois un changement et je commence à guérir. Sur son téléphone, il garde encore des images prises avant son arrivée à la clinique. Richard était alors incapable de manger et pense qu'il serait mort aujourd'hui s'il n'avait pas pu être soigné. Nous voulons que le vaccin arrive vite. Si nous l'avons, il sauvera de nombreuses vies, car cette maladie est très dangereuse. Il y a un risque que d'autres personnes meurent. Ces vaccins, fournis par l'autorité européenne de réponse aux urgences sanitaires, devraient arriver dès ce jeudi 5 septembre dans le pays. Cette première vague, de près de 100 000 doses, doit permettre de ralentir la propagation de ce nouveau variant du Mpox. Dès le début, on avait isolé les clades 1B, qui est beaucoup plus dit à la contamination intersexuelle. Et quand vous avez l'activité sexuelle actuellement, c'est entre adultes, ce n'est pas entre enfants. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 17 500 cas et 629 morts selon l'OMS. C'est le signe d'un retour à la normale entre le Caire et Ankara. Le président égyptien a entamé mercredi une visite officielle en Turquie.
La première depuis son élection en 2014. Abdel Fattah al-Sisi et Recep Tayyip Erdogan doivent échanger notamment sur les relations bilatérales, la guerre à Gaza et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le volet économique figure aussi au menu du déplacement, alors que les deux pays souhaitent porter leurs échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars contre 10 milliards actuellement. Il est prévu notamment la signature d'une dizaine d'accords dans divers domaines. Les relations entre l'Égypte et la Turquie se sont détériorées après que l'armée égyptienne a évincé le président islamiste Mohamed Morsi. Ce dernier appartenait à la communauté des frères musulmans soutenue par la Turquie mais qualifiée de terroriste et interdite en Égypte. Depuis, les deux pays ont décidé de mettre de l'eau dans leur vin. En février dernier, le président turc était en Égypte. C'était sa première visite dans le pays depuis plus d'une décennie. C'est une étude publiée mercredi par des chercheurs de l'université de Leeds dans la revue Nature qui sonne l'alerte. Le monde produit 57 millions de tonnes de pollution plastique chaque année, des déchets qui finissent leur course dans les océans, les points les plus culminants de la planète et les corps humains. Ils proviennent en majorité de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne. Les services de collecte et d'élimination des déchets dans ces régions battent de l'aile. L'Inde est le premier producteur mondial des déchets plastiques avec 10,2 millions de tonnes par an, alors que Lagos au Nigeria est la ville qui émet le plus de pollution plastique. Luanda, la capitale angolaise, figure aussi parmi les villes les plus polluantes. Le document prend essentiellement en compte le plastique rejeté dans l'environnement, alors que l'idée de l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique a été émise en 2022. Ces travaux doivent se poursuivre en Corée en novembre. À Pékin, le président chinois Xi Jinping reçoit en grande pompe les dirigeants africains. Ce sommet international de 3 jours réunit les dirigeants d'une cinquantaine de pays africains. L'objectif, discuter de l'avenir de la coopération sino-africaine. Avec le président chinois, ils aborderont des sujets majeurs comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, des domaines jugés essentiels pour le développement des pays africains. Pour l'ouverture du sommet, Xi Jinping et son épouse ont organisé un banquet au Grand Hall du Peuple, au cœur de Pékin. Depuis, des réunions bilatérales ont eu lieu entre le président chinois et plusieurs chefs d'État africains, comme ceux d'Afrique du Sud, de Djibouti et du Cameroun. Cet événement marque un moment stratégique pour la Chine, qui cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique, alors que les tensions avec l'Occident s'accentuent. La Chine, premier partenaire commercial et investisseur en Afrique, souhaite renforcer sa présence sur le continent. Cette stratégie vise aussi à contrer l'influence des États-Unis et de l'Europe dans les régions en développement, et notamment dans le Sud global. Plus de 50 chefs d'État et dirigeants africains réunis autour du président chinois. Dès le lancement du 9e sommet sur la coopération sino-africaine, le pays hôte a présenté sa vision qui consiste à renforcer les partenariats avec l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a dévoilé les mesures phares qui seront mises en place dans les 3 prochaines années. La Chine ouvrira plus largement son marché. Nous avons décidé d'accorder aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique, une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales. Cette collaboration sino-africaine concerne les échanges commerciaux mais aussi sécuritaires. La Chine s'est engagée à accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités militaires. La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale. Celle-ci sera déployée sur le continent,
Nous accorderons à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Nous assurerons la formation de 6 000 militaires et de 1 000 policiers et forces de l'ordre aux Africains. Nous inviterons également 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Dans ce discours, le président Xi Jinping a aussi promis 50 milliards de dollars d'aide financière au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit jusqu'au 6 septembre prochain et d'autres décisions majeures devraient être annoncées tout au long de l'événement.